Bonjour et bienvenue à l'Open panaméricain de Montréal. Des athlètes provenant de tous les continents se sont donné rendez-vous pour ces 4 journées de tournoi. Aujourd'hui, nous faisons place au final de la compétition senior. Mais Cristal accroche la jambe. Wow, quelle belle projection! Hippon pour la jeune Ontarienne. Le grand John attaque. Magnifique blocage pour projeter son adversaire. Il remporte donc la médaille d'or chez les plus de 100 kg. Katchenko force son adversaire à prendre une position défensive au sol. L'étranglement est apporté. La luxembourgeoise abandonne. Médaille de bronze pour Katchenko. Technique sacrifice de Johnson. Wazari, c'est un demi-point et première médaille pour les Bahamas. Carla Fanzi l'attaque. Wow, magnifique. Arrêt gauchi pour le hippon. L'Open panaméricain de Montréal, c'est vraiment une opportunité pour les jeunes Canadiens de venir se mesurer les uns contre les autres, puis aussi contre les meilleurs des autres pays. C'est vraiment la porte d'entrée, le premier pas sur la scène internationale là, pour plusieurs. Donc, une belle participation de tous les continents, là, des représentants de tous les continents. Je pense que c'est un bel accomplissement. Et c'est une belle opportunité pour nos jeunes athlètes de gagner de l'expérience, se faire valoir, puis se découvrir la compétition internationale. Le tournoi cette année a eu le droit de la grande visite. Krista Degucci, qui est notre toute première championne olympique, était l'invitée d'honneur. Ben, Krista, je pense qu'en gagnant cette première médaille d'or olympique, puis en prenant le temps de venir rencontrer tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très charismatique qui prend beaucoup le temps. Donc, je pense qu'elle vient transmettre cette passion-là. I used to be the little kids who wanted to be an Olympic medal, and now I'm the one who has the medal, and a lot of the kids wants to become like me. I am very honored to be part of these journey for them. Elle redonne à sa communauté et c'est vraiment tout en son honneur. Lors de sa visite pendant le tournoi, Krista a signé des autographes et a participé à des remises de médailles. Demain, lors de l'Open panaméricain de Montréal, une des catégories que tout le monde va surveiller sera celle des moins de 90 kg. François Gauthier-Drapeau, notre Olympien chez les moins 81 kg à Paris, va faire son retour à la compétition, puis exceptionnellement, il fera le tournoi dans la catégorie des moins de 90 kg. C'est sa première compétition depuis les Jeux olympiques. On a tous hâte de voir le tirage au sort pour connaître qui seront les adversaires de François. The draw is really important because you can see firsthand how your day might play out during the competition. You can see the specific players that you're going to fight, and you can start to study and prepare for that. Le tirage au sort, c'est quand même un petit processus qui est stressant, surtout quand tu le regardes en direct. Tu vois les noms qui apparaissent un peu partout, puis là tu essaies de regarder t'es où, puis contre qui que tu vas te prendre en compétition. Please welcome to this Pan American Open in Montreal 2024. This is the breakdown of the competition. We have 161 athletes from 18 countries. So we're gonna start with male, minus 90 kilos. We have 14 athletes. Draw, please. Les athlètes à surveiller chez les moins de 90 kg sont, entre autres, Guillaume Gaulin, champion canadien en titre de la catégorie, Moab El-Nahas, médaillé d'or de la Coupe panaméricaine en 2023, l'Américain Alexander Knopf, médaillé d'argent à l'Open panaméricain de Varadero en avril 2024, Alex Marino, médaillé d'or à l'Open panaméricain de Buenos Aires en 2018, et bien évidemment, François Gauthier-Drapeau, notre Olympien des Jeux de Paris. Pour les athlètes canadiens, c'est la porte d'entrée vers les tournois internationaux et cette année, il marque le début du prochain cycle de sélection olympique. Donc, tous les athlètes sont très fébrilles aujourd'hui. Avant de vous présenter les combats de la catégorie des moins de 90 kg, voici un rappel de comment on peut gagner un combat de judo. Il y a plusieurs façons de gagner un combat en judo. On peut gagner par projection. Pour marquer le hippon qui donne automatiquement la victoire, on doit projeter notre adversaire sur le dos avec force, vitesse et contrôle.
Si on projette notre adversaire sur le dos, mais qu'il manque un peu de contrôle ou on manque un peu de puissance, ben là, ça marque un Wazari. C'est un demi-hippon, donc un demi-point. Si on projette notre adversaire, mais qu'il tombe sur le côté, alors là, on marque un Yuko, le plus petit des pointages. On peut aussi marquer des points en immobilisant notre adversaire sur son dos. 20 secondes, ça donne le hippon, 10 secondes, un Wazari et 5 secondes pour un Yuko. Finalement, on peut gagner par une prise de soumission avec un étranglement ou une clé de bras. Nous vous présentons maintenant la ronde éliminatoire des moins de 90 kg. Premier combat, le Canadien Nicolas Halstead rencontre l'athlète de la Nouvelle-Zélande Alexander Brown. Et c'est parti! Brown tente un Uchimata, mais Halstead évite et tombe sur le dos. Pas de point accordé pour cette attaque. Retourne Halstead d'attaquer. Oh! Brown clochette Halstead avec son pied gauche. Et bon! Belle victoire pour le Nouveau-Zélandais. Le prochain combat met aux prises Arutun Matovian des États-Unis et George Madumba du Canada. L'Américain commence en force avec une tentative de projection. Aucun résultat. Autour de Madumba d'attaquer. Sauté sur Ekumiguchi, attaque avec les manches. Ippon pour l'Américain. Il passe maintenant en quart de finale. Entrée en scène maintenant, tant attendue de notre Olympien François Gauthier-Drapeau. Pour son premier combat, il affronte Birach Gleeson de l'Irlande, un autre 81 kg qui se bat aujourd'hui chez les 90. Les athlètes s'approchent de la surface de combat. Le combat est commencé. François tente une projection, mais c'est raté. Deuxième tentative de François. On cherche une ouverture. Balayage de François. Wazari. François poursuit au sol. Il a le bras de Birach. Est-ce que ça va passer? Oh, Gleeson abandonne. Victoire pour François. On revoit l'enchaînement qui a amené à la clé de bras. François passe au tour suivant. Salut, moi c'est François, François Gauthier-Drapeau. J'ai commencé le judo, c'était un peu du hasard. J'étais avec, si je me souviens bien, j'étais avec mon père puis mon frère, puis on était au centre sportif à Alma, au Lac-Saint-Jean. On faisait les kiosques, c'était le temps des inscriptions à Alma, fait que là on faisait les kiosques de chaque sport là, dans le gymnase. Puis on est tombé sur le judo, puis moi et mon frère, on se battait tout le temps ensemble. Fait que là, mon père, il a dit « Ah, parfait, ça, le judo, je vais vous inscrire au judo, comme ça, vous allez vous battre avec d'autres personnes, avec d'autres enfants, au lieu de vous battre ensemble. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du judo, là. Toute ma famille a fait du judo parce qu'une fois que moi et mon frère, on en faisait, mon père trouvait que ça avait l'air le fun, puis il était comme « Ah, je pourrais essayer moi aussi. » Puis finalement, il s'est inscrit au judo, lui aussi, une couple d'années après nous autres. Puis aujourd'hui, c'est une ceinture noire de judo, là, puis il fait du judo encore au club d'Alma 2 fois par semaine, là, puis il s'implique dans l'organisation puis tout ça. Puis il trippe full. Même ma mère, elle a essayé le judo un petit peu aussi, elle en a fait une couple de sessions, disons, puis même ma petite sœur en a fait aussi. François est originaire du Lac-Saint-Jean. Il a commencé le judo au club Psycho à Alma. C'est donc là que son cheminement sportif s'est amorcé. Mon premier entraîneur, c'était Daniel Guillaume Simard, qui est un ancien membre de l'équipe nationale de judo. Puis quand je suis arrivé au club d'Alma, quand j'ai commencé à faire du judo à comme 6-7 ans, lui, il venait de finir sa carrière d'athlète sur l'équipe nationale. Puis il vient d'Alma, fait qu'il a déménagé à Alma, puis il a repris le club de judo d'Alma. Il nous a montré, à moi puis les personnes de mon âge, un petit peu le judo de façon compétitive, avec le but justement de faire des compétitions puis de faire des combats de judo. Il est vraiment responsable, je dirais, de mon intérêt envers la compétition. Ça faisait déjà quelques années que le club avait perdu son statut compétitif et Daniel Guillaume Simard a vraiment remis le club sur la voie de la compétition avec sa première cohorte dont faisait partie François. D'être en sport-études, c'est vraiment c'est un game changer là, de savoir que tu fais ton école le matin, puis après ça, quand à l'heure du midi, l'école c'est fini, là, après ça l'après-midi, tu t'en vas bouger, tu t'en vas faire du sport. C'est une bonne façon de te motiver. Puis quand tu es jeune, tu comprends pas nécessairement pourquoi tu vas à l'école, tu y vas parce qu'il faut que tu y ailles. Mais là, on dirait que tu as une raison, tu as une motivation à y aller. Là. Je me souviens que
En fait, c'est ma mère qui m'a raconté, là, à mes premiers championnats provinciaux, je me souviens plus quel âge j'avais, je devais être ceinture jaune, ceinture orange, je ne sais pas. J'avais gagné le championnat provincial à mon premier essai, puis mon coach avait dit à ma mère Ah ouais, François, là, il a du potentiel, là, il est bon en judo, là, il a le tour, il faut qu'il continue, il faut pas qu'il lâche. Là. Puis, je pense que c'est là que mon entraîneur avait compris que j'avais du potentiel. Puis, moi, après ça, j'en avais pas vraiment conscience. Je faisais juste continuer à faire les tournois, puis à un moment donné, je pense que quand j'ai atteint les championnats canadiens, j'ai réussi à aller aux championnats canadiens. Quand j'étais jeune, j'avais gagné les championnats canadiens. Là, je me suis dit, hey, je suis bon en judo, c'est le fun. Je pense que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais du talent. Là. François Drapeau, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais entraîneur de judo au Canada, quand lui était junior encore. Il a aussi passé pour l'équipe Québec, il était athlète à relève, et après il était athlète à élite. Et après, maintenant, il était rendu excellence. C'est un athlète travaillant, qui travaille beaucoup. Francois, he is the guy that no matter what time of the day it is, he has a smile on his face. He is like the energy that we need at practice. He's always a nice guy, a little funny, a little special, but he's always a nice guy. He is like the happiest guy you'll ever meet. And he trains harder than all of us. François, c'est un judoka qui est très physique, très raide, puis une bonne forme physique. Je pense que c'est une de ses forces. Pour rester au plus haut niveau, les athlètes de l'équipe nationale doivent être totalement dévoués à leur entraînement. François, c'est un très bel exemple de ce dévouement. On s'entraîne, mais tout le long, tu jases avec tes amis, puis ça rend l'expérience vraiment agréable. Je pense que sans ça, je serais pas capable de m'entraîner dur. Là. D'aller à l'entraînement, puis là, tu t'en vas voir tes amis. Là. Oui, c'est un entraînement, oui, ça va être dur, mais tes amis vont être là, tu vas les voir, vous allez niaiser, vous allez faire des jokes. Pour vrai, ça rend ça tellement le fun. Là. Il arrête pas, en fait. Je pense qu'il est un peu... il est tout le temps plein d'énergie, puis il est tout le temps prêt à se battre, puis à se dépasser. We're at technical training, 9 o'clock in the morning. Nobody wants to be there, everyone's tired. And he's happy, running around, he's like... That's who Flag is. Flag is a guy who loves his life, and it shows. Voici maintenant les 3 derniers combats de la ronde éliminatoire. Le prochain combat opposera le Canadien Alex Marino et l'Américain Ian Button. Le combat est commencé. Tentative de Sewanage de la part de Button, mais Marino réussit à bloquer. Marino tente un mouvement d'épaule, mais sans succès. Cette fois-ci, ça y est, Marino projette son adversaire pour le hippon. On revoit le mouvement. Wow, quelle projection! Il passe en quart de finale. Le prochain combat sera entre le luxembourgeois Mika Welter et l'américain Kiel Berliner. Le combat est commencé. Welter attaque. Pas de point accordé. Welter attaque encore une fois et cette fois-ci, il marque un demi-point avec un mouvement d'épaule. Au tour de Berliner d'attaquer. Technique sacrifice et Welter fait le pont en utilisant la tête. Ah, ça ressemble à un pont pour Berliner. Oui, victoire confirmée pour l'Américain. Pour ce dernier combat de la ronde éliminatoire, Guillaume Gaulin du Canada fait face à Isaïe Barefoot des États-Unis. Le combat est commencé. Guillaume commence en force avec une projection. Il marque Wazari. On revoit le mouvement. Petite tentative de la part de l'Américain. Guillaume saisit l'occasion et le projette sur le dos pour le hippon. On voit que Guillaume va diriger l'action pour ramener son adversaire directement sur le dos. On retrouvera donc Guillaume Gaulin en quart de finale face à François Gauthier Drapeau, notre Olympien qui a commencé lui aussi sa journée en force. Ça, c'est mes 2 chiens. Le petit grognon-là, c'est Ricky. Puis ça, c'est Milo. En fait, c'était les 2 chiens à ma blonde, mais là, maintenant qu'on habite ensemble, ben là, c'est rendu un petit peu... Je les ai un petit peu adoptés, moi aussi. Tu sais, à la fin de mon secondaire, j'ai déménagé à Montréal pour venir m'entraîner avec l'équipe nationale. M'éloigner de la région, là, c'était vraiment dur. Là. Je suis pas trop un gars de grande ville.
Je m'ennuie, même encore là, je m'ennuie de la région. J'aime ça retourner dès que j'ai l'occasion d'aller passer une semaine à Alma ou un long week-end, disons. C'est sûr que je vais prendre ma chance. Surtout quand j'ai déménagé à Montréal, là, quand j'avais 17 ans, je retournais voir ma famille de temps en temps, puis à chaque fois que c'était le temps de revenir, j'avais tout le temps un petit pincement au cœur de devoir quitter ma famille, quitter ma région. À Alma ou au Lac-Saint-Jean, on fait plein d'activités de plein air, là, comme, mettons, mes parents ils ont un chalet, justement, sur le bord du lac, là, aller faire du canot, aller faire du ski de fond sur le lac l'hiver, aller patiner. C'est des activités que je faisais tout le temps quand j'étais jeune. Fait qu'on dirait que c'est ça que j'ai appris à aimer. Toutes les activités extérieures, on adore ça. J'en fais plein avec ma blonde. Maintenant, dès que j'ai l'occasion ici à Montréal d'aller faire du plein air, c'est sûr je vais la prendre. Puis on essaie tout le temps de sortir un petit peu de la ville, d'aller un petit peu plus dans la nature dès qu'on a l'occasion. J'aime ça jouer à des jeux vidéo, j'en fais pas mal par moi-même ou même avec mes amis là, on game. Là. Comme vous pouvez voir, je suis dans ma chaise de gamer en ce moment. J'ai de l'intérêt pour l'informatique, je veux commencer un certificat là-dedans bientôt. J'ai mon bac en ingénierie qui est fait, mais je suis pas prêt encore à travailler, à avoir une vraie job. Fait que pour l'instant, je fais d'autres choses. Quand je suis arrivé à Montréal en 2015, à ce moment-là, il y avait Jean-Pierre Quentin qui arrivait en tant qu'entraîneur comme junior pour l'équipe Canada. Puis lui, Jean-Pierre, c'est un gars qui vient de Jonquière. Fait que d'avoir un coach comme ça qui venait de ma région, peut-être ça m'a aidé un petit peu à m'habituer. Puis ça a fait qu'on était quand même proches, moi puis Jean-Pierre. François, c'est un jeune assez exceptionnel dans le sens qu'il écoute très bien et puis tu lui demandes de quoi il fait. Il ne pose pas de questions, très assidu, toujours à son affaire. Donc c'était vraiment plaisant de le coacher. Et puis avec lui, on était capable aussi d'essayer de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles combinaisons. Il était très réceptif à vouloir s'améliorer puis justement aller jusqu'au bout de ses rêves. JP, je me souviens, il m'avait dit François, écoute, fais ce que je te dis de faire, puis tu vas aller aux Jeux olympiques, je te garantis. Moi, j'avais répondu OK, marché conclu. Puis c'était vrai, il avait raison. Il me disait beaucoup de choses à faire, là. Il me disait des trucs durs à faire, mais en tout cas, ça a marché. Des fois, là, dans le gym, on se poussait. Moi-même, je me poussais dans le gym. Fait que j'essayais de leur dire écoutez, moi, je suis capable de le faire. On faisait des concours de bench press. Moi, je le faisais. Ils essayaient de le faire, entre autres. J'essayais toujours les pousser, comment on dit, le push the envelope, les pousser au maximum de leur capacité pour qu'ils s'adaptent, pour qu'après ça, on puisse continuer leur évolution technique, physique et, si je peux dire, mentale aussi. Ici à Montréal, avec l'équipe olympique, l'équipe nationale, c'était vraiment un gros gap que je venais de sauter d'un coup. Les entraînements ici, c'était vraiment dur, puis en plus, t'arrives, t'es le moins fort. Fait que tu te fais péter la gueule, disons, toutes les soirs. C'est rough. Tu sais, au soccer, tu te fais scorer un but. C'est moins tough sur le moral qu'au judo, de faire un étranglement ou de faire tirer à terre sur le dos. C'était rough, mais c'est une initiation, là, disons. Là, il faut que tu passes au travers de tout ça. Là. Un des éléments clés au judo, c'est la qualité des partenaires d'entraînement. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs, mais le cœur de l'entraînement, c'est des combats contre des adversaires de haut niveau. C'est la source première de progression. Le système au Canada est basé sur un système centralisé avec un centre à Montréal qui regroupe des athlètes qui viennent de partout, souvent de petits clubs, souvent de régions plus éloignées. Et la transition n'est pas toujours simple. Faut être bien préparé et il faut être évidemment motivé et savoir où est-ce qu'on veut aller et comprendre que c'est le chemin pour atteindre ses objectifs. L'entraîneur national en chef actuel, c'est notre médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres. Il est aussi 3 fois médaillé aux mondiaux. Alors là, les athlètes de la génération de François ont un lien très particulier avec lui, puisqu'ils ont vécu sa période d'athlète et la transition vers celle d'entraîneur. Alors ça crée une très belle complicité dans l'équipe. Immédiatement, quand François est arrivé au centre d'entraînement national, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment un gars passionné. C'est un gars qui, être sur le tapis, ça le faisait sourire. Être dans le gym, ça le faisait sourire. Donc, je pense que c'est toujours un excellent signe quand tu vois que c'est pas des sacrifices pour un gars comme François de passer du temps sur le tapis et de s'entraîner fort. C'est quelque chose qu'il aime faire. Donc, pour moi, c'était un gros signe qu'il allait se rendre loin.
La majorité des adversaires que François affrontait à moins 80 kg, c'est les anciens adversaires d'Antoine qu'il a affrontés à plusieurs occasions, soit en entraînement ou en compétition. Donc, toute une partie du travail de l'entraîneur qui était déjà acquis pour Antoine. Donc, selon moi, c'est hors de tout doute que ça a été un des gros avantages pour le début du dernier cycle pour François. Place maintenant à la ronde des quarts de finale chez les moins de 90 kg. Nous devrions avoir droit à 4 combats haut en couleur. Le premier combat de quart de finale opposera l'Américain Alexander North au Néo-Zélandais Alexander Brown. L'Américain ne perd pas de temps, il pond en moins de quelques secondes. Wow! Magnifique Uchimata! On retrouvera North en demi-finale. Le prochain combat de quart de finale se jouera entre l'Américain Arjun Batapian et le Canadien Alex Marino. Le combat est commencé. Marino tente une projection. Aucun résultat. On voit son entraîneur qui lui donne des consignes. Encore une attaque de Marino. Ça a presque fonctionné. Marino attaque. Oh, Ticari, Ken. Il poursuit. L'Américain tombe sur le dos. Il pompe pour Marino. Wow! Quelle belle victoire! Marino se retrouve en demi-finale. Nous retrouvons maintenant notre Olympien François Gauthier-Drapeau. Il affrontera dans ce combat de quart de finale Guillaume Gaulin. Les athlètes s'avancent sur le tapis. François tente une première projection. Guillaume attaque, mais François contre-attaque. Ah, d'après moi, François a marqué Wazari avec cette action. L'immobilisation est amorcée. Quelques secondes à tenir. Et voilà, la victoire de François. Il passe en demi-finale. Dans ce dernier combat des quarts de finale, nous allons retrouver maintenant le Canadien Moab El-Nahas et l'Américain Kel Berliner. Les athlètes se dirigent vers la surface de combat. Le combat est maintenant commencé. D'entrée de jeu, Moab projette son adversaire avec un demi-point d'accordé pour cette projection. Voilà, victoire confirmée pour Moab. Il affrontera François Gauthier-Drapeau en demi-finale. Bonjour, je m'appelle Moab El-Nahas. Je me bats en catégorie moins 90 pour le Canada. D'origine, je viens de Toronto, mais ça fait 10 ans que j'habite à Montréal pour m'entraîner avec l'équipe nationale. J'aime vraiment Montréal. So I also know Mohab very well. We came from the same program in Ontario, the high performance program for judo. And when he came to Canada, he was already a rising star. He was starting to take medals in junior competitions internationally. So he has a lot of experience. Mon club à Toronto, il s'appelle le JCCC, c'est pour le Japanese Cultural Center. Et ici à Montréal, je m'entraîne au Stade olympique avec Antoine Valois-Fortier comme mon coach. Moab, c'est le frère de Shadi El-Nahas qui a participé aux 2 derniers Jeux olympiques, qui est médaillé d'argent en titre du dernier championnat du monde. Donc, c'est 2 jeunes qui ont émigré d'Égypte à Toronto, qu'on a rapidement découvert sur le circuit canadien, qui dans le cas de Moab avait déjà pris part à des championnats du monde cadets pour l'Égypte. Donc on savait qu'ils étaient très doués et rapidement ils ont laissé leur marque sur le circuit canadien. Moab a fait son chemin sur le circuit international, c'est un médaillé des Jeux panaméricains, donc c'est un adversaire redoutable pour François. Les plus gros défis que j'ai eu à relever, je dirais, là, c'est quand je venais juste de rentrer sur l'équipe nationale pour la première fois, ça faisait comme même pas un an que j'étais sur l'équipe nationale. On va faire un camp d'entraînement au Japon, puis je me suis blessé au genou. Grosse blessure, ligament croisé déchiré, ménisque déchiré. Une des blessures typiques quand même au judo, c'est déchirure du ligament croisé antérieur qui nécessite une opération, une longue réadaptation. Donc ouais, François a subi une blessure au genou.
Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vu l'étendue de sa détermination. Pendant la blessure, j'étais ici à Montréal. Même si je faisais pas de judo, je pouvais quand même aller voir la physio de l'équipe. Tous les soirs, j'allais la voir, puis on faisait des exercices de physio, puis elle me faisait des traitements, puis elle me donnait des exercices à faire. Fait que c'était un peu plate d'être loin de ma famille, puis c'était une période un peu rough, mais j'avais tout le support dont j'avais besoin ici. Il fallait que je reste ici si je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Quand t'es blessé, de rester impliqué dans le judo, c'est quand même bien parce que tu gardes les contacts avec tous tes amis que t'as dans le judo. Puis t'as un œil pas trop loin des tapis, comme ton objectif c'est de revenir sur les tapis. Puis aussi, tu sais, aller consulter ton coach quand ça va moins bien. Puis tu sais, je le voyais, même quand Flag était blessé, je le voyais quand même vraiment souvent au gym, alentour des tapis. Je me souviens un temps à camp, puis c'est lui qui prenait les présences à la porte parce qu'il pouvait pas faire le judo. Donc, je pense que rester proche des tapis, c'est une bonne chose. Quand j'étais blessé, je pouvais juste faire mes exercices de physio, faire mon gym, faire ce que j'avais le droit de faire là, en termes d'entraînement. Puis ça me prend au-dessus d'1 an de revenir de cette blessure-là. Ça, c'est arrivé à la fin 2018. Fait que les tournois que j'ai pu faire après ça, c'était au début 2020. Fait que c'est plus d'1 an sans faire de tournoi. Fait que tu sais, j'ai perdu mon spot sur l'équipe nationale. J'ai passé des mois sans pouvoir faire de judo. Ça, c'était vraiment rough, là. Puis ça m'a fait rater une couple d'opportunités. Suite à son retour de blessure, suite à la pandémie, on pouvait voir que François avait énormément de potentiel et on le voyait performer à l'entraînement et tous les indicateurs étaient là qu'on était confiant qu'il prenne la place d'Antoine. J'ai eu des super bons résultats, comme les meilleurs résultats que j'avais eu de ma vie. Puis c'est parce que, moi je suis convaincu, c'est parce que peut-être qu'on faisait pas de tournoi, mais on était à l'entraînement, j'étais à l'entraînement tous les soirs quand même, à tous les matins quand même. Je skippais pas d'entraînement, puis je m'entraînais avec les membres de l'équipe olympique qui sont super bons. Avec Antoine Volafortier, justement, là, je fais des combats avec lui à tous les jours. Je pense qu'il ait passé à travers cette blessure-là à son genou. Tout de suite, quand il est revenu, ça a été la COVID qui a frappé. Donc pour moi, c'est vraiment un signe de résilience puis de force de caractère que François est passé à travers de ces deux gros défis-là. Puis pour moi, ça va juste le rendre plus fort pour la suite. Puis il se rend compte à quel point il est chanceux d'être sur un tapis. Il prend plaisir, puis il se donne à fond. Donc pour moi, il le sait peut-être pas, mais je pense que ça l'aide beaucoup aujourd'hui. François a prouvé tout ce qu'on pouvait envisager à cette époque-là. One particular memory that I have of Francois was at the Paris Grand Slam. I think it was last year. And in his draw, he had a very good Japanese player. This player was very strong and was supposed to be a big competitor for Francois. And normally before you are fighting like such a big competitor, you go through a lot of like strategy and maybe there's stress involved. And I heard Francois say, I'm just gonna put my left hand on his lapel and stop him. That seemed to be his only strategy, and he went into the match and did exactly that, put his left hand on the lapel and threw him in 15 seconds. So I thought that was pretty impressive that he just had a simple strategy, he followed through, and he beat a top player to go on in the Paris Grand Slam. Après les Jeux de Tokyo, quand je faisais mon retour, le premier tournoi de retour que j'ai fait, c'était au Grand Slam de Paris. Puis c'était un peu les premières fois que je commençais à côtoyer François dans les tournois. Je regardais aller François, puis ça faisait comme un vent de fraîcheur, parce qu'il était vraiment motivé, puis je le voyais comment il était motivé, puis je me souvenais aussi mes premiers tournois, comment moi j'étais motivée, puis ça m'a fait un beau petit vent de fraîcheur après les Jeux de Tokyo. Nous vous présentons maintenant les deux combats de demi-finale chez les moins de 90 kg. Première demi-finale des États-Unis, Alexander Nove. Du Canada, dans les judogi bleus, Alex Marino. Les athlètes montent sur les tatamis. Marino tente une attaque, mais sans déséquilibre. Il y aura pénalité là-dessus. L'Américain attaque. Marino évite la projection. Une autre tentative de Nove. Encore une attaque de l'Américain. Marino n'attaque définitivement pas assez. Eh ben voilà, troisième pénalité qui est donnée à Marino. Victoire pour Nove que l'on retrouvera en grande finale. Nous saurons dans quelques instants qui sera son adversaire.
Comme deuxième combat de demi-finale, Moab Elnaz, avec le judogi blanc, affrontera François Gauthier-Drapeau. Revoyons ensemble leur combat préliminaire. La journée a super bien commencé. Le premier combat était assez stratégique, j'ai bien géré ça, j'ai réussi à gagner. J'ai commencé la journée contre un Américain. Je dominais quand même la grippe et tout, je me sentais beaucoup mieux au début. Mais après la 3e minute, mes mains commençaient à se fatiguer. Il y avait quelques attaques où il allait tomber, mais c'était 50-50. Mais là, j'ai commencé à être plus safe. J'ai dominé vraiment la grippe et j'ai fini par le projeter. Et j'ai gagné par Wazari. Ça, c'était mon premier combat. Et après ça, je me battais contre Gaulin, qui est un de mes partenaires d'entraînement. Ça s'est bien passé aussi. Il a été dur à finir, disons. J'ai eu de la misère à faire le hippon, mais j'ai finalement réussi. Deuxième combat, c'était direct en semi-finale parce que le seating, j'étais numéro 2. So, c'était bien, j'avais techniquement un bye. Là, je prends flag. Moab, c'est aussi un judoka qui s'est trimballé de 81 kg à 90 kg et fait des allers-retours entre les deux, qui est de retour maintenant à 90 kg. Le gros défi pour les deux, je pense, c'est qu'ils se connaissent très bien. Moi et Flag, on est des team partners, on s'entraîne à chaque jour ensemble, on fait plusieurs combats. C'est toujours tough. Flag, c'est un des plus forts, je trouve. Et puis aujourd'hui, je savais que j'allais le prendre probablement en semi. Obviously, Francois and Mohab know each other very well. So when it comes to competition, you might want to surprise them with something that you haven't done with them in training. Je pense que Moab, c'est vraiment quelqu'un d'imprévisible, qui a un judo très atypique, particulièrement en début de combat, là, où il a l'habitude de commencer avec un très très gros niveau d'énergie. Moab Elnaz et François Gauthier-Drapeau avancent vers la surface de combat. Se salue et c'est commencé! Les deux athlètes cherchent à imposer leur kumikata, soit la prise de garde sur le judogi. Oh! Moab soulève François! Oh, la projection! Est-ce que ce sera le hippon? J'ai pensé que c'était hippon. À première voir, pour moi, c'était hippon. I think a lot of people thought that it was Ippon and that the fight was over. Les arbitres ont un autre angle pour vérifier la projection. Moi, j'ai senti que j'étais tombé sur le dos. Les arbitres, au début, ont donné hippon. Après ça, ils sont allés voir la reprise vidéo super longtemps. Ça a été super long. Ils leur ont pris quand même un bon 1 minute de genre. Ils ont regardé 2 ou 3 fois les mouvements. In judo, there's always room for human bias and human interpretation. C'est un sport jugé, donc pour le meilleur et pour le pire, des fois ça t'aide, des fois ça te nuit. On attend toujours la décision des arbitres. Oh, la surprise! Hippon qui est enlevé. On donne un Wazari à Moab. Ils ont trouvé que c'était pas un pont. Ils ont calé Wazari. Pour Moab, c'était un peu délicat. Ça a un peu joué dans ma tête parce que je pensais que le combat était fini. On a décidé de donner juste Wazari. Fait que là, le combat continue. Le combat se poursuit. François tombe à genoux. C'est Wanagé. Et il obtient Wazari. Il vient de créer l'égalité. Incroyable retournement de situation. On continue. François tente un mouvement de jambe. Moab tente en même temps de contre-attaquer. François tombe sur le ventre. Aucun point d'accordé. On revoit la tentative de projection. Oh! François soulève Moab. Est-ce que ça va passer? Non! Quel combat! Et ça a failli fonctionner. François tente un mouvement d'épaule. Et en même temps, il bloque la jambe de Moab. Ça y est, c'est le deuxième Wazari qui est marqué par François. Il remporte in extremis ce combat. J'ai réussi à faire un deuxième Wazari puis à finir le combat. Là. Donc, ouais, ça a brassé. J'étais triste parce qu'il avait 2 shido. Je pensais que je pouvais jouer sur ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais c'est ça le judo. Des fois, tu penses qu'il y a un score, mais après, les arbitres ne sont pas d'accord. Tu peux pas... Nous, comme athlètes, on peut pas s'obstiner. On peut rien faire. Il faut juste comme accepter, continuer de se battre. Et j'avais quand même le moral assez bien. C'est mon ami et tout. Tu sais, c'est pas comme si j'ai perdu contre quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui est méchant. Flag, c'est un de mes meilleurs amis. Ça arrive. Il n'y a pas de combat perdu pour lui. Même s'il est en arrière, c'est un athlète qui va aller chercher les scores. Et c'est un athlète qui lâche jamais. Ouais, je pense qu'on a eu droit à un affrontement spectaculaire. Je pense que Moab a fait une super projection en début de combat. Là. Je pense que tout le monde pensait que Moab venait de l'emporter.
Puis là, on a vraiment vu que François a vraiment mis la pression par la suite. Fait que c'était vraiment super de voir les deux gars se donner à fond. Puis ça a vraiment été spectaculaire comme combat. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une grosse finale aussi. Mais je pense que l'enjeu pour François, c'est de surtout pas s'asseoir sur ses lauriers. Il revient tout juste des Jeux olympiques. Ça, c'est un petit cadre là, que Judo Canada nous a fait puis nous a donné comme cadeau, comme souvenir des Jeux olympiques, là, avec une photo qui a été prise pendant un de mes combats. Puis ça, c'est les patchs qu'on avait sur nos judogi qui étaient cousus sur nos judogi. Ça, c'est toutes les pins que j'ai comme échangées ou collectionnées à Paris. Puis ça, c'était aux Jeux du Commonwealth, c'était comme en 2022. Mais ici, à gauche, c'est tous les Jeux olympiques. Là. Pour les premiers Jeux olympiques de François à Paris, c'était tout un mélange d'excitation d'être là à tes premiers Jeux, un mélange aussi de vouloir performer. Je pense que François était extrêmement compétitif. Les Jeux de Paris, là, j'ai trouvé ça malade. Pour vrai, de tous les tournois que j'ai faits dans ma vie, là, je dis que c'est vraiment lui que j'ai eu le plus de fun. L'ambiance était comme au-dessus, était meilleure que tous les tournois que j'ai faits dans ma vie. J'avais ma famille en plus qui était là, qui sont venus m'encourager, comme une dizaine de personnes de ma famille qui sont venues m'encourager. Ça me motivait pour vrai, là, j'étais comme j'ai pas le choix, il faut que je gagne, Fait que ça me motivait vraiment à donner mon 100%. Là, puis je dois dire que quand t'es à terre, là, puis c'est maté, puis là, faut que tu te relèves, que tu te replaces, puis là, t'entends juste ta famille t'encourager comme des malades. Ben, je te dis que ça te donne toute une motivation à te relever debout puis à continuer le combat. Là. Ça me motive encore plus là, à continuer puis à avoir des encore meilleurs résultats. Là. Je veux les rendre fiers. Là. Ils sont venus me supporter. Faut que je lui donne de quoi en retour. Là. Somme toute, il a connu une belle journée. Il n'a peut-être pas été chercher la médaille qu'il souhaitait. La médaille qu'on sait qu'il peut aller chercher, qu'il va aller chercher. Je pense que c'est une question de temps. Mais somme toute, une belle expérience. Je pense qu'il va l'aider pour ses prochaines conquêtes. Ces Jeux-là, j'ai terminé 7e. Un petit peu déçu du résultat. Je suis content de la performance, de comment j'ai performé. Mais là, pour les prochains, dans les prochains tournois, là, par exemple, là, j'ai des meilleures attentes. Là. Nous sommes maintenant rendus au final de la journée. Premier combat de médaille de bronze, l'Américain Arutun Moutafian fait face au Canadien Moab Elnaz. Tentative de projection d'Elnaz, mais l'Américain contre-attaque et marque un Wazari. L'Américain prend donc l'avance avec ce point. Elnaz attaque à son tour avec un mouvement sacrifice. Est-ce que ce sera Wazari ou Ippon? L'Américain fait le pont sur sa tête. Voilà, Ippon accordé à Elnaz qui remporte cette première médaille de bronze. Le prochain combat de finale de bronze opposera Guillaume Gaulin et Alex Marino. Le combat est commencé. Oh, belle projection de Marino! Ça lui donnera un demi-point. On revoit le mouvement. Marino tente une autre attaque. Pas de résultat. Gaulin fait une attaque, mais Marino contre-attaque. Est-ce que ce sera suffisant pour marquer le deuxième Wazari? Oui! La victoire est donnée à Alex Marino qui remporte cette deuxième médaille de bronze. Passons maintenant au combat tant attendu, la grande finale dans la catégorie des moins de 90 kg. Alexander Nove portant le judogi blanc et François Gauthier Drapeau, le judogi bleu. My name's Alex Knopf. I fight in the minus 90 kilo division, and I'm from Yorkville, Illinois, which is in the U.S. I'm the #1 seed, so I got a bye in the first round. I fought at a Grand Prix. I had a few injuries, so I didn't fight as much on the World Tour, but I qualified for the World Championships. Unfortunately, I had an injury, so I wasn't able to fight, but I'm feeling healthy now, so back at it. My first fight, I fought a guy from New Zealand, and the match went pretty quickly, which was good for me. I threw a nice Uchimata, which is my favorite throw, so it was a good feeling. My second fight, I fought a tough Canadian,
And the match went almost the full time before he got a couple Cheetos, so I won the match. But it was a very tough fight against a tough competitor. François va avoir un beau défi en finale. L'Américain, c'est un habitué du circuit. Dans une catégorie supérieure, c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière chez les cadets juniors, qui a des résultats, qui la transitionne chez les seniors. Lui, évidemment, il y a Los Angeles en vue. Donc, je pense que tout est là pour nous donner un beau spectacle en finale. Ouais, je le connais. Il vient s'entraîner à Montréal des fois, fait qu'on s'est déjà battu ensemble en pratique, disons. Là. On a fait plusieurs combats de pratique, fait que je le connais bien. Il est grand, il est gaucher, je connais ses techniques. He's very physical and he's in very good condition. So I believe I'm a little bit heavier than him, so I think that will help me have a little more power, I think. So. Ah, il est solide, il a un bon physique, il est habitué des tournois, il fait beaucoup de tournois. Donc, ouais, ça risque d'être une bonne baston. Là. He's the top 5 player in the 81 kilo division, so he's very good, world-class competitor. So I'm happy to be able to have the opportunity to put my hands on him and have a good match, hopefully, and hopefully win. Je sais que je peux le battre, par exemple. Il faut juste que je sorte une bonne performance. Donc, je sais que si je sors une bonne performance, que je fais pas de grosses erreurs, que je place mes mains de la bonne façon, que je fais mes techniques, je suis convaincu que je vais réussir à m'en sortir. Les athlètes s'avancent vers la surface de compétition. Alexander est en blanc, Gauthier Drapeau en bleu. Le salut et le combat est commencé. On tente de placer ses mains. C'est ce qu'on appelle le kumikata. François est placé pour un mouvement d'épaule. Voilà la tentative de Hippo Suwanagi. Aucun résultat. Oh, l'arbitre arrête le combat. Le combat reprend. Des petites attaques d'un côté comme de l'autre, mais rien de dangereux pour l'instant. François tente une attaque. Alexander tombe à genoux. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Américain semble s'être blessé. Je crois qu'il abandonne. On attend la décision de l'arbitre et pendant ce temps-là, on voit la reprise. Difficile de voir exactement ce qui aurait pu causer la blessure, mais ça ressemble à une dislocation au niveau de l'épaule. Voilà, on escorte Alexander à l'extérieur. Ça donne la victoire et la médaille d'or à François Gauthier Drapeau. Il termine donc sur la plus haute marche du podium pour sa première compétition depuis les Jeux de Paris. Ouais, il dit que son épaule est, je crois, disloquée ou quelque chose. En finale, c'était un peu décourageant au niveau du spectacle, parce qu'on a espéré plus, parce que l'autre compétiteur, c'est un compétiteur qui a des bons résultats au niveau international. On a espéré un bon combat. Malheureusement, il y a eu un accident. Son épaule s'était disloquée. J'étais craqué au bout, puis c'est plate que le combat n'ait pas duré plus longtemps parce que, comme je dis, c'était un tournoi qu'on était là pour se dérouiller un petit peu, pour vraiment pour se pratiquer. Donc, on n'était pas ici pour venir chercher absolument une médaille. On voulait justement faire le plus de combats possible, puis se battre fort, puis se pratiquer pour les prochains tournois. Donc, c'est plate d'avoir un combat qui se finit de même super rapidement à cause d'une blessure. T'sais, on est loin des prochains Jeux olympiques, on est loin de la prochaine sélection olympique. Là, vraiment, moi, je vois ça comme une année où c'est le temps de faire des investissements, de faire des tournois, puis d'aller là pour pratiquer des choses, pour se développer, pour s'améliorer. Donc, j'ai pas vraiment d'objectif de performance en tête. J'ai plus vraiment comme objectif, comme je dis, d'investir, de me développer puis de m'améliorer. Pas pire, pas pire. Retour à la compétition réussi pour François Gauthier Drapeau. Après ce tournoi, François redescendra chez les moins de 81 kilos pour entamer le processus de sélection en vue des prochains Jeux olympiques. François occupe présentement le premier rang chez les 81 kilos au niveau canadien. Cependant, les bons résultats du jeune Keegan Young pourraient venir brouiller les cartes. Ces deux garçons-là soient dans la même catégorie, je pense qu'à quelque part, c'est vraiment une bonne chose pour les deux. Je pense qu'ils vont être capables de se pousser à des niveaux qu'ils n'auraient pas atteints s'ils étaient seuls dans leur catégorie. Donc, je pense qu'ils vont s'aider l'un l'autre dans tout ça.
Et puis, ça va être à eux après d'écrire le chemin puis de paver la route. Les deux, on est inscrits à Tokyo, fait que en 81 tous les deux, fait qu'on va aller là, puis là, là-bas, on va compétitionner contre les autres, là. On va être un peu comme une équipe, disons, là. Mais je pense que ouais, il y a le potentiel de faire un bon résultat à Tokyo, lui aussi. À cette possible course entre Keegan et François, dans les prochains mois, Arthur Marjolidon qui va peut-être s'insérer dans la course. Arthur qui a été sélectionné pour les 3 derniers Jeux olympiques en moins de 73 kg, qui va monter en 80 kg pour poursuivre sa carrière vers Los Angeles. Donc, à voir si ce sera une course à 1, 2 ou 3 athlètes. Un seul de ces judokas pourra se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. La course est lancée.